bonjour tout le monde. Mon nom est Jean Tifo, je suis pharmacien, je suis vice-président développement stratégique et affaires professionnelles chez Pharmaprix. Merci d'avoir choisi notre panel ce matin. Il y en avait plusieurs autres, mais vous avez du goût, vous avez choisi le meilleur, donc bienvenue. Vraiment heureux d'être ici pour échanger sur le rôle du pharmacien en première ligne dans un panel de première ligne. Ça témoigne vraiment d'une évolution exponentielle, profonde du rôle du pharmacien communautaire dans les 5 à 7 dernières années. Puis, même si la pharmacie communautaire a toujours fait partie de la première ligne, je pense qu'on sent depuis quelques années que ça fait partie une partie plus intégrante là, du système de santé, puis un pilier de la reconstruction là, de la première ligne. Puis, j'aimerais remercier Isabelle, je ne sais pas dans la salle, mais de nous offrir l'opportunité là, de présenter cette nouvelle réalité-là. Puis j'ai avec moi ce matin sur la scène une équipe de superstars incontournables de la pharmacie, le premier trio de l'équipe d'étoiles de pharmacie et du système de santé. Puis je vais rencontrer le premier défi de la rencontre, c'est-à-dire de présenter leur CV en moins de 2 minutes. Ils ont tous des CV longs comme le bras. On va faire ça en mode speed dating, puis messieurs, désolé de charcuter vos CV. Donc, Benoît Morin est pharmacien propriétaire à Montréal, ancien commentateur à la radio et à la télévision, fellow de l'OPQ. Pardon. Accessoirement, dans ses temps libres aussi, président de la QPP. Oui, c'est bon. la fin de semaine. Oui, c'est bon. Jean-François Bussière est aussi pharmacien et responsable de l'unité de recherche en pratique pharmaceutique au CHU Sainte-Justine, professeur titulaire de clinique, faculté de pharmacie à l'Université de Montréal. Jean-François a probablement 112 lettres après sa signature professionnelle. Il est lui aussi fellow de l'OPQ. James. Hi, James. Hi. James est un pharmacien qui a fait le trajet depuis l'Angleterre pour être avec nous aujourd'hui. Il est directeur du soutien aux membres à Community Pharmacy England, qui est l'équivalent de la QPP en Angleterre, qui représente les 10 500 pharmacies du pays à titre d'agent négociateur. Donc, il est pharmacien aussi depuis 20 ans. Il a été pharmacien propriétaire, mais lui n'est pas fellow de l'OPQ. Tu peux le traduire? Yeah, but the thing is, there was supposed to be a simultaneous translation. James can read. Does that work? I've got it. Yeah? OK, perfect. That's great. So, je vais poser les questions en français à James. Il va répondre en anglais. J'espère que ça va être correct pour vous tous. Finalement, Michel Delamarre, une figure bien connue du réseau de la santé. En 1997, il est devenu directeur général d'établissement, puis a continué sa brillante carrière de gestionnaire, notamment comme sous-ministre, jusqu'à sa retraite en mars 2022. Puis pour se désennuyer après sa retraite, au lieu de planter des bégonias, il a décidé d'occuper les fonctions de coordonnateur national de l'accès aux services pour le M3S et de directeur général du RUIS U-Laval. Il est aussi le co-auteur du rapport sur les GAP qui a été publié l'été dernier. Félicitations pour une retraite bien reposante. Merci. Donc, Benoît. Jean. Oui, ça va? Ça va bien, toi? Oui, ça va bien. Il y a beaucoup de non-pharmaciens dans la salle. Je ne sais pas si tu prenais quelques minutes pour expliquer un peu là, l'évolution de la pratique dans les 5 à 7 dernières années. Ça a changé beaucoup avec la pandémie. Puis, comment les difficultés que les patients vivent là, d'accéder aux soins se répercutent là, quotidiennement dans les pharmacies au Québec? En quelques minutes, c'est un beau défi parce que c'est sûr que... Et il y a un courant électrique, hein, si on passe trop longtemps là, sur les chaises. Tu me l'as dit, je le sens Oui. un petit peu déjà. Oui, c'est ça. Avant de parler des activités cliniques, juste préciser pour les gens qui ne nous connaissent pas dans la salle, le réseau des pharmacies communautaires, en premier, c'est 1990 pharmacies dans la province, donc petits centres de santé, si on veut. On remplit 850 000 ordonnances par jour, 350 millions par année. Et on n'a pas de problème d'accès. Il n'y a personne qui nous dit j'ai pas vu de pharmacie, j'ai pas pu voir de pharmacien pour des médicaments. Fait que même pendant la pandémie, on n'a pas eu de... On a modulé nos accès, mais on a réussi à desservir la population. Fait que ça, c'est comme mandat de base, là, c'est ça qu'on est. Puis effectivement, en première ligne, c'est ça qu'on disait hier, on est là depuis longtemps, nous, en première ligne. Les patients viennent nous voir quand ils ne vont pas bien. Là, ce qui est révolutionnaire, c'est un peu le développement de notre autonomie et notre capacité à les aider. C'est pas encore parfait, c'est loin d'être parfait, puis on peut en faire plus, mais on fait beaucoup de choses. Notamment, ce qui est majeur dans les dernières années, c'est les prolongations d'ordonnances. Devant la difficulté d'avoir des rendez-vous, la première chose qui a un impact important, c'est la prolongation de l'ordonnance. Il y a certaines limites
à ça, évidemment, que le réseau ne connaît pas, que les patients ne connaissent pas, mais que le pharmacien connaît bien. Là. Il ne peut pas aller au-delà de... Évidemment, il ne peut pas prolonger un patient instable. Il peut pas... Et là, ces limites-là vont être adressées fort probablement dans les prochains mois, années, mais on est dans ce paramètre-là. On peut en faire beaucoup. On intervient maintenant beaucoup en prévention. 1 600 000 vaccinations en pharmacie en 2023. C'est quand même beaucoup. Ça a été plus pendant la pandémie. Donc, on fait de la prévention, santé voyage, cessation tabagique, on peut prescrire. Prise en charge, ça, c'est l'élément qui nous reste à maturer, si on veut, là, qui est un petit peu plus lourd. On peut suivre des patients instables, parce que pour être rémunéré, hein, je vous le mentionne, mais il faut que le patient soit instable. Un patient stable ne peut pas être pris en charge par un pharmacien. C'est un peu paradoxal. On aimerait ça les garder stables, mais il faut qu'ils soient instables. Et là, on peut les suivre, modifier les ordonnances, etc., jusqu'à temps qu'on les rende stables. Ça demande beaucoup, un peu plus d'énergie, d'organisation de travail pour vraiment maturer dans ça, mais on est en train de le faire, on progresse dans les activités cliniques. En passant, le total des activités cliniques l'année passée, c'est 7 millions, une progression de 15 dans la dernière année, ce qui est assez remarquable. Évidemment, on intervient dans les soins de fin de vie, les soins palliatifs, santé de la femme, contraception, on initie la contraception, on prescrit nausées de grossesse, etc. Je ne vous les nommerai pas tous, mais il y a plusieurs conditions mineures aussi, mais pas toutes les conditions mineures. Souvent, les gens viennent à la pharmacie, ils ont une otite, ils ont une bronchite, puis ils ont des attentes, puis même des fois, on se fait référer par d'autres professionnels. Va voir ton pharmacien si tu as une otite. Non, on ne peut pas traiter des otites, du moins pas pour le moment. Fait qu'il y a une limite à ces conditions mineures-là. Il y en a une trentaine, je ne vous les nommerai pas tous, mais c'est assez varié. Ça peut aller du feu sauvage à l'infection urinaire chez la femme, mais avec certaines limites administratives quand même. Et c'est ça qui est un peu complexe, c'est qu'il y a des conditions. Il faut que la femme soit ménopausée, ça ne fasse pas plus que X années, qu'elle a eu un traitement, etc., qu'il n'y ait pas de complications, qu'il n'y ait pas ci, qu'il n'y ait pas ça. Fait que finalement, ça arrive assez souvent qu'on fasse l'évaluation d'une patiente ou d'un patient puis qu'on dise, ben non, on ne peut pas le faire, il faut aller voir un médecin. Et on n'a pas nécessairement d'accès, nous non plus, ou de corridor pour référer cette patiente-là. Fait on en fait beaucoup, mais on pourrait certainement en faire beaucoup plus. On pourrait élargir ça. On pourrait aussi plus se fier au jugement du pharmacien, finalement. Comme la prolongation, on a techniquement une limite de 1 an, mais on a des patients très stables qui prennent, par exemple, du Synthroïde depuis 1 an et quelques, là, leur prescription est toujours valable. On peut prescrire un test de laboratoire. On a le droit de faire ces choses-là. Donc, on pourrait étirer ça, ou sans étirer ça, on pourrait se servir du jugement pour en faire plus. Je pense que c'est là que tout le monde veut aller, c'est là qu'on veut aller. Et il y a d'autres choses aussi qu'on fait qui ont été un peu remarquables. Aussi, on a prescrit le Paxlovid durant la pandémie. On continue à le faire s'il y a des patients qui avaient la COVID. On peut prescrire le Paxlovid en toute autonomie. Et voilà. Ça fait un petit peu le tour là, de plusieurs activités qu'on fait qui sont très intéressantes, qui aident à la première ligne, je pense. La difficulté qu'on vit, c'est que les autres professionnels connaissent pas trop ce qu'on peut faire, puis la population ne le sait pas non plus. Et souvent, on se fait référer aussi, ou on se fait... la difficulté qu'on vit, par exemple, dans le dernier épisode où les virus circulatoires étaient très, très présents, c'est qu'on va se référer au pharmacien en disant « Allez consulter votre pharmacien », mais sans cadrer sous quel... Quoi, là, oui, c'est ça. Vous ne filez pas aller voir votre pharmacien, mais ça perturbe ça, le fonctionnement. Comme je disais, nous, on n'a pas de problème d'accès, mais on a un débordement, d'achalandage à un moment donné. Je vous donne un autre exemple. Si toute la population du Québec veut des vaccins COVID, mais on n'en a pas, ça crée un achalandage épouvantable dans les pharmacies où tout le monde appelle, on est en première ligne. On est non seulement en première ligne, mais on est accessible. Fait qu'ils n'appellent pas au centre de vaccination pour avoir un vaccin, ils appellent à la pharmacie parce que c'est facile de les rejoindre. Fait qu'il y a cet enjeu-là. Puis l'enjeu aussi, c'est de s'arrimer au reste du réseau. Vas-tu me donner un choc bientôt, Jean, ou je suis correct? 2 minutes. 2 minutes? L'enjeu, c'est de s'arrimer au reste du réseau dans notre fonctionnement. Nous, on fonctionne sans rendez-vous. Évidemment, on s'organise, par exemple. Hein. On essaie d'enseigner à la population que la pharmacie, ça ne se fait plus instantanément. On a besoin de temps pour prendre en charge. On a besoin de temps
pour faire de l'activité clinique. Donc, on demande aux gens de nous donner du temps, mais on ne fonctionne pas nécessairement par rendez-vous, alors que le reste du système fonctionne un peu comme ça. Donc, il faut aider à la première ligne, mais dans une réalité qui est différente. Et il faut trouver une solution à ça. Et l'autre enjeu qu'on a, pour terminer, c'est qu'on n'est pas tous à la même place. On est en train de maturer. Il y a des pharmaciens qui sont majoritairement à l'aise avec certaines activités, mais d'autres pas avec certaines activités. Et à l'intérieur même d'une pharmacie, ça va dépendre du pharmacien, s'il est à l'aise ou non. Donc, on a ça aussi à régler de notre côté. C'est de maturer, mais aussi d'avoir une pratique plus homogène à travers l'ensemble des pharmacies du Québec pour que les attentes soient réalisées puis qu'il soit plus facile à coordonner avec le reste du réseau puis avec la population qui a besoin de nos services. Ouais. Je pense que c'est un constat que Michel t'avait fait dans ton rapport aussi. On en parlera tout à l'heure. Oui. Jean-François, on le voit, là, la pratique clinique du pharmacien a beaucoup évolué, puis ça dépasse le médicament uniquement. Puis comment la formation des pharmaciens a évolué, parce que la pratique a changé, les besoins des patients ont changé. Puis comment fait le pharmacien quand on sait qu'il ne fait pas de diagnostic? Là, on parle d'otite, puis James va nous parler de ça. Là, les pharmaciens anglais traitent des otites, des sinusites. Quand on ne fait pas de diagnostic, mais qu'on fait l'analyse des signes et symptômes. Bien, la formation elle a évolué de façon importante. Les deux facultés de pharmacie ont fêté ou vont fêter leur centenaire. Puis si on refait un petit tour rapide, là, notre formation était d'un baccalauréat de 3 ans à la moitié du 20e siècle, est devenu un baccalauréat de 4 ans. 2007, l'Université de Montréal a été la première faculté à offrir au Canada le nouveau programme de doctorat professionnel en pharmacie. Ça a quand même été une itération importante. C'est pas juste le nom qui change, là, de s'appeler bachelier ou docteur, c'est secondaire. C'est que le cœur de la formation est devenu clinique. Donc, si vous croisez des pharmaciens diplômés avant 2008-9 et des pharmaciens après, ce que les gens vont vous dire, c'est que j'ai passé le quart de ma formation à faire des soins directs aux patients. Les gens pensent que, quand on parle à des jeunes, un jeune du cégep qui réfléchit à sa carrière, les gens vont souvent dire encore, moi, la pharmacie peut-être, mais moi, la chimie, ça m'intéresse plus ou moins. Puis on répond toujours, oui, bien sûr que des substances qu'on utilise ont une base chimique, mais l'essentiel de ce qu'on fait à la faculté pour former des pharmaciens, c'est qu'on leur montre à soigner des patients. Donc, le cadre de la formation est donc clinique. Ça implique des stages en première, en deuxième année, puis en quatrième année. Ça implique aussi tout ce qu'il faut pour que ce qu'on peut faire au niveau juridique soit fait. Donc, on a des laboratoires où les étudiants vont pratiquer la relation thérapeutique, le conseil, l'éducation. Là, il y a une itération importante qu'on va faire à Montréal, Laval et dans la même foulée. C'est des laboratoires de simulation. Alors, par exemple, on peut faire de l'évaluation physique puis de l'évaluation de la condition mentale d'un patient, pas dans le but d'un diagnostic, mais dans le but d'assurer un suivi du traitement amorcé. Alors, pour ça, il faut que les étudiants soient capables d'examiner un patient dans ce qui est pertinent à cette évaluation pour la thérapie. Donc, ça nous prend davantage de lieux. Alors, à Montréal, on est en train de faire tout ça. Le défi, c'est que le vase, on dit la chaudière de connaissances, elle ne fait que se remplir. Là. Si je compare ce que moi, j'ai appris en graduant en 1987, puis maintenant, je pense que la quantité de connaissances est le double, le triple peut-être. Alors, comment on fait dans une durée similaire, 4 ans, pour former des étudiants capables de devenir pharmaciens puis d'exercer? Honnêtement, c'est vraiment un défi. Puis je ne sais pas si vous avez des jeunes à l'université actuellement, mais il y a dans plusieurs disciplines de santé, médecine, pharmacie, d'autres, plus d'anxiété, un trop-plein lié à ce qu'on cherche à transférer comme connaissance. Puis aussi lié à ce que la société est devenue, là, les médias sociaux, tout ça. Fait que c'est quand même un défi dans l'évolution de notre programme de continuer d'enseigner les bonnes choses, de les préparer le mieux possible à ce qu'on a besoin. Puis la première ligne, là, ce colloque, cette thématique, c'est sûr que c'est une priorité pour les facultés. Là. On veut que le pharmacien soit la porte d'entrée la plus adéquate. Là, donc, il y a des habiletés de triage, de délégation, d'évaluation, de prise de décision, d'évaluation du risque. Parce que c'est ça, hein? Le pharmacien, là, il voit un patient, puis on peut être devant un truc pas très compliqué, mais on est peut-être sur le point d'avoir un AVC, un infarctus, une complication infectieuse qui peut devenir septique et menacer le pronostic vital. Donc, le pharmacien, là, c'est un trieur facile d'accès, pas très coûteux, et qui peut faire la différence dans le pronostic des gens. Tout ça
fait Je veux que revenir sur le pas très coûteux. pas assez coûteux, honnêtement. Là. Quand Merci. je dis pas très coûteux, là, c'est pas assez coûteux. Là. Honnêtement, le pharmacien, il est pris pour acquis dans la société. Là. Tu sais, qui pense qu'il n'y aura pas accès à un pharmacien? Là? On se dit, j'ai un qu'à appeler, ils vont répondre. Puis, je ne sais pas si vous avez vu, tu vas peut-être revenir là-dessus, là, mais on est obligé, pas juste en pharmacie, là, c'est dans toutes les sphères de post-pandémiques, là, mais de demander aux gens de se comporter adéquatement. Là. Les gens sont agressifs, les gens sont impatients, les gens sont intolérants. Fait que, le réseau de la santé vit ça mur à mur. Là. Mais en pharmacie, vous comprenez qu'on est dans un lieu public, facilement accessible. Fait qu'il y a peut-être, on se retient peut-être un petit peu moins pour... Alors, je voulais, pour boucler mon point, dire tout ça, ce trop-plein-là, fait qu'on est en réflexion à Montréal pour refondre le programme. 2007, c'était notre dernière cuvée. Alors, on est en discussion actuellement. Puis des questions qu'on se pose, là, juste pour vous montrer l'intention, l'intérêt versus la première ligne. Est-ce qu'on choisit les bons candidats? Fait que, pour entrer en pharmacie, c'est une cotère comme médecine, là, autour de 34. On finit par choisir qui? Du monde qui font, il y a un test qui s'appelle le CASPER, qui est un test là, qui aide à évaluer des compétences transversales. Puis ça, quand on voit dans la littérature puis qu'on jase, on finit par choisir tout du monde un peu pareil. Mais notre société n'est pas comme ça. Là. Fait que si on va être capable de soigner toute notre diversité, que ce soit de provenance, de culture, de croyance, d'identité de genre, ben, je pense qu'il faut... Alors, on est en réflexion pour mieux choisir des gens qui vont être plus capables puis que la population va s'identifier. Est-ce qu'on monte le diplôme à 5 ans? Les étudiants ils nous disent c'est too much. C'est too much. Là. Alors, peut-être que de le mettre à 5 ans puis de sauter une année de pharmacien, mais honnêtement, on est en pénurie. Puis les courbes actuarielles, quand on se projette, c'est pas bon. Là. Donc, est-ce qu'on a le luxe de sauter une année? Puis est-ce que c'est de prolonger ou c'est de mieux outiller? Donc, ça, cette réflexion-là, elle s'impose. Puis peut-être dernier point, puis on y reviendra peut-être après, mais on peut faire des meilleurs soins quand on est capable de mesurer l'impact de ce qu'on fait. C'est vrai. Puis on n'a pas les outils pour faire ça. Si on regarde actuellement, le DSQ, c'est une itération super, là, qui nous permet de voir tout. On ne sait pas si ça marche. Là. On n'est pas capable de faire de lien entre des médicaments, des labos, des notes d'évolution. Fait qu'on est encore à dire à un patient, puis ça va dessus, puis on ne va pas arrêter de faire ça. Mais il y a dans la réflexion des outils, pour mieux soigner les gens de façon plus efficace, la nécessité d'avoir des outils pour être capable de lier ce qu'on fait à l'impact que ça donne. Puis pour la première ligne, si on veut vraiment, là, pas régler, mais changer la direction pour l'accès, ça va nous prendre des outils qui mesurent l'impact. Très juste. Et je ne sais pas comment le trop-plein de la chaudière de connaissances va être traduit pour James. Too much knowledge. Yeah. Too many things to... Yeah. Does that work? Yeah, it's all working. Parfait. James, tu as passé... Je vais parler très bien pour être sûr que ça se traduit bien. Tu as passé la journée avec nous hier. Quand tu vas retourner en Angleterre, qu'est-ce que tu vas dire à tes collègues? Tu vas dire « Oh my God! Je ne croirais pas ce que j'ai entendu. » Ou j'ai appris des trucs puis je suis content d'être venu au Québec. Well, before I start that, I would just like to say how delighted I am to be here with you in Montreal, visiting from London in the UK. I think I'll go back and say patients are aggressive in Canada as well as in England. Well, okay, that's great. Which is really reassuring. No, but being serious, I think it's been really fascinating to hear some of the innovation going on here in Quebec and more widely in Canada across primary care, and especially in relation to pharmacy in terms of the records, access to records you have, and so that some of the other service development. So we will definitely want to look at that in England. And I think the other reflection is really going back with, understanding that we have some shared challenges here with you in primary care, whether it's capacity or workforce or other things. So some big challenges both in terms of Canada and in terms of the UK. So they are the same whichever side of the Atlantic Ocean we're on. All right. Les patients en Angleterre semblent naviguer le système de santé un peu plus efficacement qu'au Québec, possiblement parce qu'il y a eu plusieurs campagnes marketing du gouvernement là, pour la bonne utilisation des ressources professionnelles. Est-ce que ça a vraiment fait une différence? Est-ce que c'est le cas? Sorry, there's a slight delay. Sorry.
So it's a very good question, and I think there's been various initiatives in England to encourage people to access care from others than the general practitioner, so the equivalent of your family doctor service. And that has evolved over time. So I think we're now settling on a message, a very simple message in England, which is go to the pharmacy first. And a number of our services will be sort of branded within the Pharmacy First banner. And that is sort of backed up with a huge campaign from government. So I think spending around 10 to 20 million pounds on advertising across various different media with the two objectives, really. One, to increase awareness of what pharmacies and pharmacists can do, but also to begin that sort of wider behavioural change that's needed. What I would say about that is that I think timing is everything and really critical. Yeah. So pharmacies clearly need to be enabled with services, with resources to be able to deal with demand from patients. Otherwise, it creates considerable challenge and pressures in pharmacy. And we have been through that in England a little bit, but now have commission services to help. In terms of patients, they are becoming much more open to the idea of going to the pharmacy first. And in a recent survey by Ipsos Mori, a huge polling company, 90% of, I think it was 5,000 patients surveyed, said they'd be happy to be referred to the pharmacist from their GP. OK, that's great. Vous avez été capable, vous avez un nouveau champ de pratique dernièrement. Les pharmaciens, maintenant, sont capables d'évaluer puis de traiter les patients pour la sinusite, la pharyngite, les otites, entre autres choses, sans la prescription d'un médecin de famille. Donc, peux-tu nous parler un peu? C'est quand même quelque chose d'assez révolutionnaire. Well, this is a really exciting development which launched in January this year. And it's really hard to, in a couple of minutes, tell you about a whole service. But I've got a slide which our AV colleagues will display on screen, which will talk you through, give you a flavour for the service as a whole. But perhaps while you read that, I could just talk through our journey, really, to get there. We previously had a number of minor illness services commissioned, a bit similar to what you have here in the different provinces, but they were very sort of locally based, often around sort of the major cities in England, lots of different variety. So it made it very hard for patients to have a consistent message about those services, and some pharmacies were just not providing them at all. So at the time, we have significant challenges in our primary care system with the number of family doctors being flatlining since about 2019, and huge demand for primary care services. And at the time, government ministers were looking for solutions to that problem when there wasn't many solutions around. So we had nurses striking, doctors striking in hospital, lots of other sort of industrial action around health. So we wanted to really position ourselves as part of the solution and sort of positive about what could be done. We led a lobbying and communications campaign with members of Parliament and others, and we then found ourselves with the NHS, the National Health Service, doing a big policy report on the future of primary care. And for those of you not familiar, in England, we love a good report, right? So there's loads of them. And for those of you who were here yesterday, you'll have heard Dr. Alexander Singer from the University of Manitoba talking about some of those reports. But they were sort of instrumental from a policy perspective in moving this forward. And there was a big sort of report about recovering from COVID and primary care having more capacity. And as part of that commitment, the government committed £645 million, so about £1 billion in Canadian dollars, I think, to starting a Pharmacy First service, which was a huge step forward. We did have a little bit of luck
as well. Did you say 1 billion? $1 billion. $1 yeah. billion? Yeah, to get the service started. We did have a bit of luck as well in that sort of Ça va, in Benoît? getting that service over the line because Deal. yeah, deal. Because our Prime Minister, our current Prime Minister, Rishi Sunak, his mother was a community pharmacist, and his father a general practitioner. So I think the fact that he had a very strong interest in this and the policy objectives aligned, as sometimes they do. So you can see the service sort of there up on screen. What's important is patients can self-refer, they can walk into the pharmacy, but really importantly, we have sort of referrals from others, from family doctors, from other settings, which does start to help manage the sort of resources of the health system more appropriately. And it allows pharmacies to plan some of their work. So some can be dealt with by appointments, but we haven't taken away the sort of walk-in element. And then it's fully integrated with the patient record, and I'm not talking about sort of PDFs and scans of sort of our records, but fully integrated and sort of sucked into the family doctor record. And it's hoped that it could relieve up to 10 million family doctor appointments a year, so quite big scale. So we see this as a huge step forward, building on those sort of high levels of public trust and confidence in community pharmacy that you also have here, and dealing with some of the challenges of access of primary care. Wow. Avec un nouveau champ de pratique vient la responsabilité de s'assurer que ça soit fait de façon sécuritaire, de façon professionnelle, surtout pour, on vient de traverser une barrière, la prescription d'antibiotiques. Il y a quelque chose d'unique en Angleterre qui s'appelle le Pharmacy Quality Scheme, qui fait ça, puis qui paye les pharmaciens qui décident de s'investir dans la qualité pour atteindre des objectifs communs. Peux-tu nous en parler un peu? Well, the Pharmacy Quality Scheme was introduced almost 8 years ago now as a quality improvement scheme. And I can't sort of underestimate the impact that it's had in terms of giving confidence to government, to the National Health Service in terms of purchasing services from us, and the public in terms of the sort of quality and safety aspect of the work of a community pharmacist. So it really laid the groundwork for some of the services that we have today. It's divided into 3 areas: so clinical effectiveness, patient safety, and patient experience. And there were some incentives given to pharmacies, to pharmacy teams to take part. And £120 million a year was sort of devolved to this scheme. It was voluntary. I think in the last year of operation, we had about 98% of pharmacies taking part. But I wanted to share 2 examples that I thought were quite good. The scheme changes every year. We sort of agree a set of priorities with government and the National Health Service for things that we think would be really good to be in there and that align with sort of primary care priorities. But one of them was a digital development, and this was a few years ago, but I saw it on the agenda yesterday about the use of fax machines in your network. I thought that might get some laughs. And we had an initiative a few years ago called Axe the Fax. And at the time, family doctors were told that they had to stop using a fax machine, and it was just sort of tell them, and they had to work out new ways of working. We were somewhat behind the curve. So as part of this scheme, they were given a financial incentive to move to, it's called NHS Mail, it's a secure email platform, and to axe their fax over a period of time, come up with new ways of working, and subscribe to the sort of new digital systems. And that worked really well, and it really drove sort of the uptake of NHS Mail. And I think there's no fax machine to be seen in any community pharmacy in England. Wow. So a big step forward, and I think this scheme really helped provide a focus for that. The other, I think, and it's a really important area, and I know something that you will all have an interest in, is around antimicrobial stewardship. And this is featured in the scheme.
sort of every single year, and it has changed as we've developed. But it's really helped to embed sort of antimicrobial stewardship practice in everyday sort of life in terms of community pharmacy. So nearly every community pharmacy in England has a dedicated antibiotic guardian within their pharmacy team. They've used the target antimicrobial checklists, and last year they ran a huge audit for a week looking at sort of prescriptions for antimicrobials, and of those prescriptions discovered that pharmacists are making really helpful interventions, around 3% of those, which have a positive impact on antimicrobial stewardship. But the other was encouraging communication with family doctors and others who are prescribers. So I think that, and how it's developed over the years, Maybe just has helped. a few seconds, if Yeah, possible. has helped with this sort of scheme, and we have we do have pharmacists prescribing antibiotics as part of the Pharmacy First service. That's really interesting. Something we should think of. I think I'm going to move to London. Yeah. Or we keep you with us. Ouais. Michel, écoute, c'était le dernier, je m'excuse, ça a été un petit peu long avant que tu parles. Le rapport que tu as présenté sur les gaps, sur les guichets d'accès en octobre dernier, a fait beaucoup de bruit. Les gens en ont parlé beaucoup. Peux-tu nous présenter les principales recommandations? Parce qu'il y en a quelques-unes, puis les pistes de solutions qui touchent les pharmaciens, puis leur intégration là, dans la première ligne. Bien, avec plaisir. D'abord, ceux qui ne me connaissent pas, je suis un croyant très fort de la première ligne et je vais insister sur le mot multidisciplinaire. C'est mon projet de retraite, comme tu mentionnais tantôt, c'est bien de contribuer justement à améliorer cette première ligne multidisciplinaire. C'est basé d'abord sur le besoin, on a entendu beaucoup hier, le besoin de l'usager, bon professionnel au bon moment, être efficace toujours, particulièrement dès le premier contact. Pas de tournage en rond pour l'usager puis de retour en arrière. Je pense qu'on vise ça tout le monde, mais c'est compliqué quand même à orchestrer. On l'a vu, Benoît, tantôt, je ne reprenais pas tout ce que tu as mentionné, l'évolution des pharmaciens communautaires particulièrement. Tout le monde l'a constaté, puis on voit que vous jouez un rôle de plus en plus prépondérant dans la façon dont on peut assurer l'accès aux services de la population. J'ajouterais peut-être un petit bout, les médecins aussi, les pharmaciens en établissement contribuent davantage aussi à la première ligne. On voit que partout dans les régions, les pharmaciens d'établissement sont impliqués dans les GMF, sont impliqués en CHSLD. J'ai eu la chance de soutenir le projet PEPS. Là, il y a eu un impact extraordinaire dans les CHSLD, dans ces milieux de vie. Et dans notre tournée, on a constaté clairement l'implication des pharmaciens au niveau des guichets d'accès. Et là où ça se fait, ça fait une grande différence sur toute l'interaction avec les pharmacies. Donc, vous jouez de plus en plus un rôle prépondérant dans tout cet accès multidisciplinaire pour la population. Au niveau de la tournée des gaps, rapidement, d'ailleurs, je salue l'équipe qui est avec moi d'une grande compétence. L'équipe est ici aujourd'hui. On a fait beaucoup de constats, mais ce qui nous a amené à écrire notre rapport, à en arriver des recommandations, c'est particulièrement les échanges très fructueux qu'on a eus avec l'ensemble des professionnels, de la gouvernance, de la gestion des professionnels, des médecins. On s'est beaucoup abreuvé. Donc, ce que je vais vous dire, c'est beaucoup ce que vos confrères nous ont dit aussi et d'autres professionnels. Et là, c'est un regard à travers le guichet d'accès première ligne, qui était particulièrement une clientèle inscription collective, orpheline, mais on pourrait appliquer les constats et les recommandations pour toute la population inscrite ou pas, puis tantôt, sûrement, on va évoluer vers une autre forme. Mais on pourrait appliquer les constats, clairement les recommandations aussi de façon générale. Un des premiers éléments, je vais aborder les freins ou des enjeux. Là, je pense à la réponse à la question, c'est ce qu'on veut regarder. Heureusement, puis c'est rassurant, Benoît, j'ai vu que tu as lu sûrement plusieurs fois mon rapport parce qu'il y a plein d'éléments que que tu as mentionnés tantôt qui sont clairement là, dans les constats du rapport, puis on a eu la chance d'en parler aussi ensemble. Mais c'est rassurant de voir, puis vous l'avez démontré d'ouverture justement, à vous inscrire, vous portez déjà des gestes là, très significatifs dans ce sens-là. Le premier enjeu, premier frein à l'accès aux services, vous l'avez mentionné énormément tantôt, c'est une sous-utilisation de vos compétences dans votre champ de pratique. Pour moi, ça, c'est clair. Le premier frein, il est là. Et on écrit beaucoup, justement, sur l'importance d'enrichir les champs de pratique. Et il y a encore de la marge et encore de l'espace, justement, pour utiliser davantage des compétences de tous les professionnels et particulièrement le cas pour les pharmaciens. Donc,
100% d'accord avec ce que tu as mentionné tantôt très clairement. L'autre élément qui a été mentionné, ça m'a un peu surpris, moi, honnêtement, que c'était aussi présent que ça. Mais puis même au niveau de l'Angleterre, vous avez fait des choses, j'ai bien compris, c'est la méconnaissance des compétences et des champs de pratique, du champ de pratique particulièrement du pharmacien, des différents professionnels par la population. On l'a senti clairement, les gens des guichets d'accès nous l'ont dit, c'était répété. La population appelle, veulent un médecin, puis quand on ne leur donne pas un rendez-vous avec un médecin, on va même gérer des crises, des réactions. On veut un médecin, on ne veut pas personne d'autre. Ça a été très marqué tout au long de la visite dans toutes les régions. C'était vraiment une réponse qu'on a eue. Donc ça, c'est majeur. Il faut changer les paradigmes. Il faut amener la population à une meilleure connaissance et à vraiment être plus ouvert à consommer ces services pour répondre à leurs besoins. C'est ce qu'ils ont fait un peu en Angleterre, ça, Oui. je comprends. C'est un élément marquant dans nos recommandations. C'est vraiment une communication très efficace. Mais c'est un changement de culture aussi. Ce n'est pas juste une communication avec des résultats à court terme, mais vraiment à long terme aussi. L'autre élément qui a été marquant quand même, les professionnels nous disaient, vos collègues, les médecins et les autres professionnels, la méconnaissance entre les professionnels des champs de pratique. Surtout qu'il y a eu une grande évolution au cours des dernières années, il faut le dire. Il y a quand même une belle évolution à cet égard-là. Les gens nous disaient, on ne sait plus trop ce que font les professionnels, jusqu'où ils peuvent aller. Puis on n'a pas toujours le réflexe d'orienter ou de référer les personnes aux bonnes places. Même les personnes au guichet d'accès n'ont pas toujours cette connaissance fine-là, alors que c'est eux qui évaluent et qui orientent aussi. Donc, il y a vraiment un travail très important à faire sur la connaissance, population, entre professionnels, des champs de pratique de tout le monde. Il y a aussi des restrictions, je dirais, administratives et corporatives. Entre autres, critères d'accès administratif à une offre de service qui limite l'exercice du champ de pratique. On met en place une clinique une clinique d'IPS, une clinique d'autres professionnels, et déjà d'emblée, on dit, vous allez pouvoir recevoir juste ces cas-là ou faire juste ce bout-là. Alors qu'on sous-exploite très clairement l'ensemble des compétences et on restreint par l'organisation, si on veut, administrative et aussi corporative. Il ne faut pas se cacher. C'était mentionné hier, entre autres, par Mme Laliberté au niveau des IPS. Il y a encore quand même un certain corporatisme là, pour être en mesure de vraiment bien avoir toute l'ouverture requise pour les champs de pratique. Une sous-utilisation des ordonnances collectives, très clairement. Très, très, très clairement. Il n'y en a pas tant que ça. Pas très utilisé partout. Surtout pas très harmonisé. C'est ça qu'on veut, des ordonnances collectives, où on veut c'est pas nécessairement, c'est pas nécessairement ce qu'on veut comme résultat, peut-être but recherché, mais il n'empêche qu'actuellement, dans le contexte, et des ordonnances collectives permettent quand même à des professionnels d'agir encore plus loin. Oui, tout à fait. Je pense qu'on a besoin des deux. Oui, il faut continuer vraiment à aller enrichir les champs de pratique. Ça, c'est clairement ça, le but principal. Mais les ordonnances collectives restent quand même très utiles. Et on a vu, nous, dans notre tournée, vraiment, là, avec des ordonnances collectives, un accès incroyable là, qui a donné des impacts importants, là, quand même. Et des chemins très, très, très difficiles pour en arriver à adopter et mettre en place une ordonnance collective. Il y a toute la question aussi après ça de la nécessité de recourir à un médecin pour une référence vers un professionnel. Ouais. Pour remplir un formulaire, que c'est ça, le médecin peut le faire. Pour qu'on signe congé de maladie, encore qu'on demande toutes sortes de choses, mais ça, vous l'avez déjà nommé. Mais c'est un constat très important qui est fait par tout le monde aussi, qui a été vraiment recensé. Les choix personnels, professionnels, tu l'as mentionné, Benoît, tantôt, je pense que vous voyez clair aussi, là, pour toutes sortes de bonnes et de mauvaises raisons, bien, on choisit de faire ou de ne pas faire quelque chose. Soit selon la complexité, on n'est pas à l'aise de faire un acte, la responsabilité, on ne veut pas l'assumer. Les gens nous ont dit aussi, dans toute l'évolution des pratiques rapides, ce n'est pas tous les pharmaciens ou les professionnels qui ont été rechercher la mise à jour requise pour être capable d'exercer pleinement leur champ de pratique. Ça, c'est un élément qui a été mentionné. Un élément quand même important, puis vous en avez parlé un peu tantôt, la rémunération et le financement des activités professionnelles, leur rentabilité, les modalités de rémunération sont un levier très important pour amener les pharmaciens à changer leur pratique, mais c'est un frein très important en même temps que bien, si on n'est pas rémunéré, ce n'est pas rentable, on ne le fera pas non plus, même si ça a une grande valeur ajoutée pour l'usager. L'autre élément, c'est l'offre de service elle-même. Donc, une offre de service professionnelle assurée de première ligne insuffisante. On le sait, on ne s'en cachera pas, c'est vrai pour tous les professionnels.
l'adéquation n'est pas toujours là entre la capacité, le nombre de personnes disponibles par rapport aux besoins. Et c'est très variable d'une région à l'autre. Des régions qui sont mieux nanties, d'autres régions, pour toutes sortes de raisons, sont beaucoup moins bien nanties. Un des éléments majeurs qu'on a mentionné aussi, qui fait souvent la différence entre j'irai à l'urgence ou j'irai pas, ou je vais courir après pour toutes sortes d'alternatives, puis tu l'as mentionné, Benoît, on en a déjà parlé régulièrement, c'est qu'au niveau multidisciplinaire, il y a peu ou pas d'offres accès adapté pour répondre au bon moment aux besoins de la personne. Et malheureusement, en tout cas via les guichets d'accès, qui est quand même un mécanisme important sur lequel on s'inspire, la façon facile de répondre aux besoins, surtout quand tu te fais engueuler parce que tu dis « je veux voir un médecin », même si ce n'est pas là que tu devrais aller. Il n'y a pas d'accès à des services assurés pour différents professionnels. C'est de donner un rendez-vous qui est disponible. Et souvent, les rendez-vous disponibles au guichet d'accès, c'est un rendez-vous à un médecin que j'ai en 24, 48, 72 heures ou même un petit peu plus loin. Mais j'ai peu d'offres organisées accès adapté pour tous les autres professionnels, incluant, j'ai vu tantôt en Angleterre, j'ai entendu rendez-vous aussi pour des actes professionnels. Moi, je pense qu'il faut regarder sérieusement aussi en pharmacie communautaire d'être en mesure de développer une offre de rendez-vous accès adapté. Et pas pour n'importe quoi. Là. Je ne pense pas qu'on ait besoin d'une offre de rendez-vous accès adapté pour une ordonnance, un renouvellement d'ordonnance, à moins qu'il y ait une action professionnelle davantage, une consultation pour faire le renouvellement, quoi que ce soit. Mais il y a plein d'éléments qu'on pourrait donner des rendez-vous accès adapté en pharmacie qui aideraient grandement l'accès pour la population. Puis trop souvent, justement, la disponibilité des rendez-vous médicaux, c'est ça qui détermine l'orientation. Et là, on perd beaucoup en pertinence de référer au bon professionnel au bon moment. Peut-être dernier élément pour tout de suite, j'aborderai, c'est la question de la gouvernance aussi. On va l'aborder à la deuxième question, je vais aller rapidement. Oui. Mais clairement, les pharmaciens CRSP, comités régionaux des services pharmaceutiques, clairement, ils vont s'attendre à une plus grande implication. D'abord, des leviers probablement plus importants, plus grande interaction, une plus grande implication auprès des pharmacies, mais dans une dynamique aussi interprofessionnelle. Je reviendrai plus tard tantôt. Il y a un petit enjeu en pharmacie sur l'organisation des soins au niveau régional. On est très bon au niveau top-down, l'ordre, la QPP, tout ça, là, mais au niveau région, il y a des défis. Là, il nous reste 15 minutes, donc on va être efficace. Je vais vous demander d'être très efficace. Vous savez, chaque année qui passe, la population vieillit, les besoins augmentent, les dépenses explosent. Parallèlement à ça, les ressources professionnelles fournissent de moins en moins à cause de la pénurie, à cause de la lourdeur des cas. Comment on envisage la première ligne dans 5 à 10 ans? Là, on a parlé de constat, puis de comment on cesse d'organiser les soins en silo. C'est une question difficile, Benoît, puis on demande aux pharmaciens d'en faire plus, puis d'en faire davantage, d'en faire mieux, puis dans un contexte de pénurie de pharmaciens, mais aussi de support technique. Là. Fait que, en 2 minutes, comment tu nous règles ça? En 2 minutes? C'est drôle, mais Michel a parlé de certains éléments. Je pense qu'il faut mieux rémunérer les activités cliniques. Les pharmaciens ne peuvent pas vivre actuellement d'activités cliniques. Ce n'est pas ça qu'on souhaite nécessairement, mais il faut que ça soit mieux rémunéré pour que l'impact sur les opérations ne soit pas une perte. C'est un peu ça. Je pense qu'un pharmacien doit... Puis ça, c'est un des enjeux dans les 5-10 prochaines années. On a un réseau particulier au Québec, un réseau fort de pharmacies communautaires. On a le droit de propriété au Québec. Si on regarde ce qui se passe en Amérique du Nord, notamment aux États-Unis, Jean-François a fait la tournée, il pourrait nous en parler. Le pharmacien communautaire est coincé, ne joue plus de rôle vraiment là, autre qu'être un commerçant. Ici, au Québec, on a la chance d'avoir un réseau relativement en santé, mais qui a des enjeux nord-américains. On est coincé entre les pharmacies de spécialité qui viennent prendre des réseaux de distribution dirigés plus ou moins conformes. On a des pharmacies postales qui ne font pas d'activité clinique, mais qui ramassent le facile. Oui. C'est impensable que dans les 5-10 prochaines années, on pense que le pharmacien communautaire puisse réaliser sa mission de première ligne ou d'activité clinique sans cette santé financière-là qu'il a aujourd'hui. Donc, il faut protéger ce modèle-là. Oui. C'est le rôle de la QPP, mais c'est ce qu'on essaie de faire. Il faut mieux rémunérer les activités. Il faut aussi être consulté en amont. Je pense qu'il y a une volonté d'être consulté, de travailler avec les pharmaciens, mais culturellement, on n'est pas impliqué tout le temps. On est comme une bébête à part. Puis dans certains niveaux, oui, on est pris, puis on est là. Puis là, on parle des CRSP, on parle de différents niveaux. Il y a une volonté, mais il y a encore une culture où la pharmacie communautaire est à part. Il règle ses affaires, puis il intervient aux besoins, alors qu'on doit participer à la mise en place de nos services, parce
on les connaît bien, puis on sait comment aussi En terminant. on peut Je les m'excuse. faire évoluer. J'en aurais beaucoup Je d'autres sais, à dire. on aurait mais, dû prendre 1h30. mais voilà, Je suis vraiment Merci, désolé. Jean. là, le ouais. choc n'était pas trop fort. Non, c'était pas si pire, Je c'était t'ai bien. vu sursauter. Jean-François, est-ce que la solution passerait aussi peut-être par une meilleure communication interdisciplinaire, peut-être intradisciplinaire aussi? On a ces enjeux-là en pharmacie. Puis est-ce que la spécialisation en pharmacie va être aussi une piste de solution? Là, pour... Oui, puis oui. OK. James? Ben, je vais quand même prendre mon 2 minutes Non, ou non, non, une minute. Fait que la communication, c'est vital. On a un DSQ, mais on n'est pas capable de se parler. Tu parlais, James, du NHS Mail. Là. Fait que c'est quand même aberrant qu'on ne puisse pas se partager des cibles thérapeutiques, le plan de match. Puis là, c'est cool de faire de la multidisciplinarité, mais on est plusieurs sur le patient, puis il y a plus de risques de se tromper ou de présumer que l'autre va le faire. Fait qu'il y a une urgence. On a Epic, là, c'est super, on va implanter Epic comme le reste des États-Unis ont fait. Mais à côté de ça, c'est urgent de se doter d'une solution de communication. Anecdote, 10 secondes, je consomme des soins en Alberta qui est Epic complètement, donc pour moi-même. Alors, c'est extraordinaire. Je me dis, enfin, je veux voir c'est quoi Epic avant que le Québec le fasse. Puis j'ai été à l'urgence en observation pendant 8 heures. Puis j'ai parlé à un humain au total 2 minutes. C'est tout, là, de médecin. Et on me disait, c'est tellement astreignant de compléter tout ce qui est requis dans les champs d'Epic qu'on n'a pas le temps de vous voir plus, puis inquiétez-vous pas, on vous surveille avec les machines. Fait qu'il y a un paradoxe, hein? L'informatisation standardise, elle peut améliorer la communication, mais il faut que l'humain reste présent. À ta deuxième question, pour la spécialisation, imaginez si en médecine, aujourd'hui, là, on avait 20 000 médecins de famille, certains qui font de l'onco, certains qui font de la cardio. Là, on se dirait, mais il me semble qu'ils étudient peut-être un peu plus, puis que ça spécialise, puis qu'ils investissent, que sa pratique se différencie. En 1961, il y avait une manchette dans Le Devoir, je fais de l'histoire, ça annonçait l'arrivée de pharmaciens spécialistes. Puis on n'a toujours pas de reconnaissance 60 ans plus tard, mais on a une maîtrise. À cette maîtrise-là, cette formation-là, on a 110 bourses, 40 000 $ pour faire sa maîtrise, c'est quand même cool. Il y avait 50 personnes sur les 110 bourses dans la dernière cohorte. Fait qu'on n'est plus capable d'intéresser du monde à se spécialiser. Fait que pour hiérarchiser, ça prend des généralistes, ça prend des spécialistes, puis ça prend de la communication et une reconnaissance pour y arriver. Tout à fait. Merci. Ouais, je me sens un peu rochant, là, mais... Non. James, il y a un changement important qui s'en vient en Angleterre. Les nouveaux finissants en pharmacie, à partir de 2026, vont pouvoir prescrire des médicaments d'annexe 1, des médicaments de prescription. Ça va changer la pratique en Angleterre là, pour l'avenir. Peux-tu nous parler en 2 minutes, s'il te plaît? Yes, so from 2026, all our pharmacy undergraduates will graduate with a prescribing qualification ready to go from day one. So the curriculum has really been enhanced around sort of population health, consultation skills, obviously all the clinical skills required. So that's a really exciting development and will help us move forward with our Pharmacy First and other type services. We have 2 issues. The first one is the existing workforce. So how do we support and skill up existing pharmacists who may need more confidence and skills to do this? So we're looking at a number of 6,000 courses over the next 2 years for them. But there's a huge issue with supervision and family doctors to be able to provide that. And then we also need, more importantly, a sort of a vision of what they will do once they're all prescribers. So we're sort of working on a 5 to 10 year vision. Great. Michel, Ouais. comment est-ce qu'on anime tous les professionnels de la santé de façon à travailler efficacement, là, de façon interdisciplinaire? Là, on en parle depuis des années, il y a eu plusieurs tentatives, il y a eu plusieurs... ça a été un mot à la mode, c'est encore un mot à la mode, là, mais est-ce qu'on a appris de ce qu'on a fait et qui n'a pas fonctionné? Puis comment on fait ça là, pour que ça fonctionne? En quelques secondes, je vois le temps qui est quand même qui rentre, mais c'est clair qu'il faut davantage favoriser la prise de décision multidisciplinaire, puis nos structures de gouvernance reflètent vraiment là cette volonté. On le voit, ma géométrie très variable actuellement, autant dans les établissements qu'on le voit dans l'écosystème des prestataires de services. Oui, il y a de la multidisciplinarité, puis je vais dire où ça prend un lieu d'échange, de gouvernance multi-prestataires de services. L'offre de service, il y a les CIS et les CIUS, il y a une partie de l'offre de service. Donc, ils administrent cette offre-là avec les mécanismes d'accès spécifiques. Il y a les GMF, une base contractuelle, un DRMG dans l'équation qui vient aussi jouer un rôle important. Même, on souhaiterait qu'il joue un rôle plus important, plus prépondérant
de régulation dans cet environnement-là. Il y a les pharmaciens et d'autres professionnels qui sont davantage, je l'avais mentionné tantôt, dans une structure beaucoup plus libre. Le CRSP joue un rôle encore mitigé, moi, je pense, qui devrait jouer un rôle davantage, beaucoup plus prépondérant auprès des pharmacies, mais davantage s'impliquer dans cette décision de l'organisation des soins et services de l'ensemble des prestataires, qu'ils soient publics ou privés. Et ça, je pense que notre plus grand défi, c'est qu'il va falloir avoir une organisation de services intégrée, indépendamment de qui offre le service, mais qu'elle soit mieux intégrée, avec des trajectoires bien établies, qui va faire en sorte que quand on va pouvoir évaluer quelqu'un dans nos mécanismes, on va pouvoir le référer à la bonne personne de façon fluide, ce qui est loin d'être le cas actuellement. Une certaine compétition entre les différents prestataires, une offre de service qui est plus ou moins connue, c'est vrai pour les pharmaciens communautaires, on l'a dit, mais aussi pour d'autres offres de services. Pas beaucoup d'accès adapté de façon organisée. Donc, il y a beaucoup d'enjeux, mais on a peu de mécanismes de gouvernance pour être en mesure de régler ces enjeux-là actuellement. Fait que oui, des instances décisionnelles multidisciplinaires, mais beaucoup multiprestataires avec tous les enjeux publics-privés que ça peut représenter. C'est un grand défi quand même. Ben oui. Dernière question, il nous reste 5-7 minutes à peu près. Je vous offre, je me sens généreux, je vous offre 100 millions de dollars. Vous m'aviez dit que ce n'était pas assez, fait qu'on peut dire 300 millions de dollars, puis James te donne J'aime mieux le milliard de James. 300 pounds, c'est plus d'argent pour toi. Là. Pour notre participation au panel? T'es chanceux. Hein? Pour notre participation au panel? Non, pour régler la question de l'accès aux urgences et à la première ligne. Qu'est-ce que vous faites avec cet argent-là? Est-ce que vous l'investissez dans la technologie? C'est que la technologie est incontournable. Dans la rémunération des professionnels, pour orienter la pratique, ça prend ça des fois. Hein? Je pense que la rémunération, c'est un incitatif ou un désincitatif, des fois, qu'on utilise pour orienter les pratiques. Ou dans l'éducation des patients, bien utiliser le système de santé. Fait que 300 millions, si vous voulez. Je ne sais pas, il me semble, Benoît? Oui. OK. Oui, c'est cheap à côté du 1 milliard. Oui, je trouve un peu. Laisse-moi-en un peu. Oui, c'est ça. Non, moi, écoute, d'instinct, je doublerais la rémunération des activités cliniques des pharmaciens. Là. C'est aussi simple que ça. Si on Qui est veut. loin de ce qu'il y a ailleurs dans les autres provinces aussi, hein, je pense. Qui est loin, mais pour l'aspect viable là, de la chose, là, les pharmaciens le font beaucoup par pertinence actuellement. Hein. Ils savent qu'ils ont un réseau solide, qui font la distribution des médicaments, la prise en charge des dossiers puis les conseils aux patients. Mais ils savent que les activités cliniques établissent la pertinence. C'est là que le besoin du patient est. Fait qu'ils le font dans cet objectif-là. Mais ce qu'on entend tout le temps, c'est que c'est pas rentable de le faire. Fait que c'est un frein évident au développement. Fait que ça, je mettrais des sous là-dedans, définitivement. Okay. Des sous dans l'interopérabilité. Là. On vaccine, on rentre ça à 3 places, puis il y a des enjeux. Il y a des travaux là-dessus, je pense, en ce moment. Il y a des travaux, puis je pense qu'il faut continuer. L'automatisation, oui, là, mais on est en dehors de nous. On s'automatise quand même pas mal en pharmacie. On est à l'avant-garde. Fait que je pense qu'il faut continuer. Il faut avoir du support là-dedans, considérant la rareté de main-d'œuvre. C'est certainement une avenue. Et là, il ne te reste plus de budget, puis de temps non plus. J'ai fini. J'ai tout dépensé rapidement. Fait que moi, j'en ai 2 pour toi. Oui. Il faut évaluer ce qu'on fait, puis quand ça marche, il faut se mettre à répliquer. Le gap, c'est un peu ça le modèle. Là. Il y a une solution Bas-Saint-Laurent qui se développe ailleurs. Fait que ça prend de l'argent pour évaluer de façon professionnelle les meilleures pratiques sur le parcours de première ligne entre l'accès général, l'hospitalisation, tout ça. Donc, de l'argent, des gens dans les facultés qui vont s'investir en recherche pour ça. Deuxième truc, l'intelligence artificielle. Je ne sais pas combien d'entre vous êtes allés sur ChatGPT. J'ai fait, moi, 50 cas cliniques de pharmacie autour d'une problématique en 5 minutes avec ChatGPT 4 hier. Puis honnêtement, c'est pertinent à 80 %. Donc, c'est urgent qu'on investisse. EPIC fait ça aux États-Unis. Il faut qu'on ait de l'expertise locale dans toutes les professions. Là. Ça ne doit pas appartenir au TI. Il faut qu'un médecin, une infirmière, un travailleur social, un psychologue, un pharmacien s'intéresse à ça personnellement parce que ça va servir. C'est une partie de la solution pour régler les problèmes de première ligne. C'est super pertinent. James? Well, technology is clearly really important, and I think some of that investment would need to go into technology. But it's just a tool, and people are the things that really make things happen. So, of our example of our 645 million, just to give you a flavour, 20 million's been dedicated to digital and IT and sort of development of pharmacy systems.
about 10-15 million on patient marketing campaigns and behaviour change, and the rest either on remuneration for service provision, but importantly, money to help develop people, training, become service ready and quality. 10 à 15 millions pour aviser la population d'un nouveau service, c'est quelque chose qu'on ne voit pas du tout ici au Québec, là, qui ferait une différence pour s'assurer que les gens consultent au bon endroit. Michel? Je vais faire une parenthèse rapide. J'ai entendu mécanisme d'accès tantôt. Moi, je pense mécanisme d'accès, oui, un peu d'argent, mais surtout une réorganisation de nos mécanismes d'accès qui sont très diversifiés, qui ne sont pas harmonisés. Donc, une réorganisation des mécanismes d'accès. Il y a un gros potentiel d'optimisation. 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3, la façon dont on le fait dans le GMF, on pourrait... bon. Donc, il y a une réorganisation complète à avoir, surtout qu'il y a un nouveau modèle qu'on est en train de vouloir mettre en place. J'investirais beaucoup dans développer l'offre de services multidisciplinaires, parce qu'on a beau évaluer, déterminer c'est qui la bonne ressource. Actuellement, le gros frein, c'est que l'offre n'est pas nécessairement au rendez-vous en accès adapté. Donc, bonifier l'offre de service et mieux l'organiser parce qu'il faut que ça soit accessible au bon moment et on a là un grand défi. Puis que ce soit une offre dans le public-privé, j'en suis pas là. S'il faut financer des pharmacies, des cliniques de physiothérapie, n'importe quoi, mais l'avoir dans un système organisé, dans des trajectoires accès adapté, disponible à ceux qui évaluent et qui orientent, c'est là qu'il faut mettre de l'argent. Puis bien sûr, l'interopérabilité, l'intelligence artificielle, ça vient, là, mais moi, c'est l'offre de service. On a beau avoir tous ces outils-là, ça prend un output à quelque part bien organisé, en accès adapté. Et dans notre rapport, ce qui ressort vraiment, c'est une réorganisation des mécanismes d'accès, une offre de services disponible en accès adapté. Je vais faire une parenthèse aussi, une organisation des services médicaux réorganisée aussi de façon beaucoup plus efficace et efficiente, puis s'assurer toujours que c'est pertinent dans ce qu'on fait. Il y a plein d'idées aujourd'hui qui auraient mérité un panel uniquement là, sur l'intelligence artificielle, sur l'accès adapté. Vous avez été extraordinaire. On est dans le temps. Là, donc, merci beaucoup de votre participation, de votre temps. Merci. Bonne fin de journée.